la commission en fait sur les amendements 189 identiques. Alors, je partage une grande partie de l'intervention de notre collègue Dufrègne. Je suis défavorable à l'amendement, je suis désolé, parce que pour la même raison que précédemment, à savoir que les coûts de production intègrent déjà le salaire de l'agriculteur, et il peut très bien être différent effectivement d'une production à l'autre. En élevage, en général, on prend 1,5 SMIC. On peut prendre des données différentes dans le coût de production. C'est une construction, donc les instituts techniques ont parfaitement l'habitude de faire ça. Donc ça, c'est pas un souci, c'est déjà pris en compte. Par contre, par rapport à ce que vous disiez sur la PAC, évidemment qu'on partage votre préoccupation, mais par contre, moyennant la petite nuance qu'il y a eu quand même un rééquilibrage des aides dernièrement, grâce notamment à la prime aux 50 premiers hectares qu'avait acté le précédent ministre Stéphane Le Foll, qui a rééquilibré un peu le rapport de force au niveau des aides, où c'est moins déséquilibré que ça l'a été. Ça le reste encore de façon importante. Mais tout le but et l'enjeu de ce projet de loi, c'est bien effectivement de redonner du revenu aux agriculteurs, quels qu'ils soient, et de les rendre le plus indépendants des aides qu'ils le sont aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu de ce titre 1, et notamment de cet article 1, en ramenant de la valeur sur les exploitations. Effectivement, c'est un des enjeux essentiels si on veut attirer de nouveaux jeunes sur nos exploitations, et si on veut que ces fermes de polyculture élevage, qui sont ô combien vertueuses d'un point de vue environnemental, continuent à vivre et se développent et ne disparaissent pas, comme c'est trop le cas depuis de nombreuses années. Donc défavorable à l'amendement. Favorable. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, là aussi, il y a un équilibre qui a été porté pendant les EGA, et le consensus est apparu, et si la prise en compte des coûts de production est nécessaire, elle ne peut ici s'envisager que dans un contexte déconnecté des réalités du marché. On ne peut pas parler du prix du blé sans envisager sa cotation sur le marché international, et c'est le cas pour beaucoup d'autres productions. Et puis, il y a la prise en compte de la qualité qui reste primordiale pour placer aussi l'agriculture dans une perspective de création de valeur. Et si l'agriculteur s'engage ici dans une démarche de qualité, sa rémunération doit bien évidemment en tenir compte. Donc un avis défavorable. Avis défavorable. Monsieur Castellane, vous avez la parole, et Monsieur Chassaigne ensuite. Oui, merci Madame la Présidente. Deux mots pour soutenir l'amendement de notre collègue Chassaigne. D'abord, pour revenir à ce que nous avions dit il y a 2 minutes, les coûts de production doivent être pris en compte, de même que les coûts intermédiaires, si on veut vraiment agir sur la rémunération des éleveurs et des agriculteurs. Je répéterai aussi pour dire que nous sommes en présence ici d'un marché qui est dissymétrique. Il n'y a pas de symétrie entre l'offre et la demande. Souvent, les agriculteurs sont soumis sont face à des blocs qui les dépassent. Donc le pouvoir public a un devoir ici de régulation, un devoir d'accompagnement. Donc ça rentre tout à fait dans la logique de ce que vient de dire notre collègue, et que je soutiens. Merci. Je vous remercie. Monsieur Chassaigne, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bon, je pourrais faire observer, Monsieur le Ministre, qu'il n'a absolument pas répondu tout à l'heure aux questions que j'ai posées dans mon intervention, ce que je regrette, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir durant les débats. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, même si certaines questions étaient convergentes. Je pense que cet amendement est extrêmement important, parce que c'est son adoption qui permettra d'abord de régler un problème qui n'a pas été réglé avec la loi Sapin 2. Il y a eu des avancées dans la loi Sapin 2, en particulier sur le fait que les prix à la production devaient faire référence à des indices de coûts de production des éleveurs, en particulier pour le lait. Or, la référence aux coûts de production dans le calcul du prix n'a quasiment jamais été possible, parce que n'a pas été défini les critères précis qui permettent de mettre en œuvre justement la prise en compte des coûts de production. L'objectif de cet amendement, c'est que l'État prenne sa responsabilité sur une définition, sur des modalités précises, parce qu'on sait très bien que si on n'entre pas dans le détail, ce sera conflictuel, et on n'aura pas la prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix. Est-ce que c'est faisable? Bien sûr, on peut faire le constat que non seulement c'est faisable, mais certains pays déjà
le mettent en œuvre. J'ai eu l'occasion de citer très souvent l'exemple du Canada, plus particulièrement du Québec, où ils définissent un coût de production avec des critères qui sont des critères extrêmement précis et qui permettent ensuite de prendre en compte ces coûts de production dans la fixation du prix, puisque là, il y a un prix déterminé qui est fait au Canada, et pourtant, ce n'est pas une économie communiste, ils sont là d'avoir des kolkhozes. L'importance en particulier de définir des critères, c'est de savoir qu'est-ce que l'on va prendre en place, qu'est-ce que l'on va prendre en compte. Je vais prendre l'exemple du porc. Le prix à la consommation du porc a progressé de 20% entre 2005 et 2015. Le prix à la consommation. Le prix aux producteurs entre 2005 et 2015 a progressé de 3,7 points. 3,7 points. Or, les prix d'achat des moyens de production, IPAMPA, ont progressé de 32,6 points. Ça veut bien dire que dans les critères de fixation du prix à la production, il faut qu'on prenne compte, bien sûr, du revenu, du salaire, si on peut dire, de l'éleveur, mais aussi les prix d'achat des moyens de production et toutes les dépenses, les charges qu'il peut avoir. Et ça exige que l'État prenne toutes ses responsabilités et puis puisse mettre en œuvre ces critères. Alors, dans vos différentes interventions, Monsieur le Ministre, c'est ce que je vous reproche, vous l'avez dit en commission, vous l'avez dit en première lecture, vous le redites ici, notamment en commission, vous aviez prononcé des propos qui m'avaient, je le dis, moi, qui m'avaient un peu choqué, qui m'avaient même beaucoup choqué. Vous avez dit, je vous cite, si on a des indicateurs publics sur le marché et que cela ne fonctionne pas, c'est l'État qui sera remis en cause et ce n'est pas ce que nous voulons. Je trouve que ce n'est pas juste de dire ça. L'État a une responsabilité. Vous vous rendez compte qu'en définitive, avec cette réponse à la Ponce Pilate, vous estimez que l'État ne va pas courir le risque de se tromper dans telle ou telle fixation. C'est de la responsabilité de l'État et ce n'est pas une économie administrée, ce n'est pas le communisme suprême que l'État prenne ses responsabilités par rapport à ces problèmes-là. Je crois que c'est extrêmement important. Si cet amendement n'est pas voté, on ne met pas toutes les conditions en œuvre pour pouvoir déterminer un prix qui soit le juste prix de rémunération des agriculteurs. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner, mais j'insiste auprès de nos collègues, ça ne changera pas, je crois, l'économie générale de la loi. On ne bouleverse pas avec l'économie générale de la loi, mais je crois qu'on a là un élément qui montrerait, chers collègues de la majorité, que vous avez vraiment la volonté d'accompagner pour que la rémunération des paysans dans notre pays soit une vraie rémunération et qu'on sorte de cette situation invivable que l'on a aujourd'hui. Je vous remercie. Comme vous le savez, c'est un scrutin public. Donc nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements 189 identiques en rappelant l'avis de la Commission et du Gouvernement défavorable. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 56, exprimé 54, majorité absolue 28 pour, 19 contre, 35. Ces amendements sont rejetés. L'amendement suivant, le 453, est présenté par Madame Ménard. Merci, Madame la Présidente. Les circuits courts de commercialisation sont doublement vertueux. Pour les producteurs qui conservent ainsi une part plus importante de la valeur ajoutée de leur production, et pour les consommateurs qui participent au développement et au maintien de l'activité agricole sur le territoire. Les circuits courts sont donc indispensables pour le respect naturel des cycles saisonniers et donc pour la protection de notre planète. C'est pour cela qu'il convient d'encourager cette pratique. Et c'est pour cela, et c'est le but de mon amendement, compléter l'alinéa 10 par les mots « favoriser les circuits courts ». Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission ? Non, mais une rémunération en fonction des coûts de circuits courts, ça ne me paraît pas réaliste. Qu'il faille développer les circuits courts, certes,
Mais enfin, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'on a des zones de production qui sont dissociées des zones de consommation. Et à moins que chaque Cantalou ou chaque Creusois se mette à manger 3 vaches par habitant et par an, ça ne sauvera pas l'agriculture française. Je veux dire, les circuits courts ne sont pas... C'est une des voies de développement de l'agriculture française, mais ce n'est pas la seule. On a besoin aussi de circuits organisés et un peu plus longs. Donc défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Pour les mêmes raisons, défavorable. Défavorable. Je mets aux voix cet amendement 453 qui a reçu un avis défavorable. Commission et gouvernement qui est pour, qui est contre. Amendement rejeté. L'amendement 987, monsieur Masseglia, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Cet amendement est viré en corrélation avec mon passé, les problématiques qu'on a pu avoir. Donc, dans le cas de catastrophes naturelles ou d'épisodes climatiques particulièrement extrêmes, comme dans ceux de crises sanitaires bouleversant profondément le marché à l'échelle d'un territoire du pays ou d'européen, il conviendra que les producteurs n'aient en aucun cas de pénalité, sous quelle forme que ce soit, dans le défaut de livraison ou la diminution qualitative ou quantitative des produits livrés. Si, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Votre amendement est à mon avis déjà satisfait, donc c'est une demande de retrait ou défavorable, puisque les aléas climatiques et les événements exceptionnels sont déjà couverts par les 4 forces majeures qui sont d'ores et déjà inscrits dans la loi. Donc défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Défavorable. Défavorable. Monsieur le député, il est maintenu? Vous le retirez? Il est retiré. Nous abordons des amendements identiques. Le 597 n'est pas défendu. Le 655, monsieur Corbière, vous avez la parole. Oui, il s'agit de rédiger ainsi l'alinéa 14, donc de dire que l'Observatoire de la formation des prix et des marges établit des indicateurs de coûts de production pour chaque filière, reflétant la diversité des conditions et des modes de production, intégrant une rémunération décente pour les producteurs à travers une formule de prix. Il nous semble que les indicateurs doivent être établis par l'Observatoire des prix et des marges, indépendante des différents acteurs. Il est primordial que ces indicateurs soient déterminés par un organisme public, c'est là-dessus que nous voulons insister, et soient acceptés par tous. Ces indicateurs seront basés sur des chiffres provenant des interprofessions et des instituts techniques agricoles, mais ce sera l'Observatoire qui, in fine, proposera les indicateurs de référence servant à la construction du prix des ventes, et non seulement en quelque sorte un accord entre les différentes parties. Nous insistons, nous voulons qu'il y ait un organisme public qui, en dernière analyse, puisse fixer le prix. Merci. Eh bien, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur cet unique amendement 655? Je vais argumenter un peu, parce que je pense qu'on sera amené à y revenir sur cette argumentation-là, puisqu'on s'est opposé effectivement à ce que l'Office français des prix et des marges valide et définit ces indicateurs. Ce qu'on veut, c'est que ce soit les interprofessions, et c'est toute la logique des États généraux, qui choisissent ces indicateurs parmi ceux proposés, notamment par l'Office des prix et des marges, qui propose ces indicateurs, qui les calcule déjà d'ailleurs, mais l'interprofession peut parfaitement choisir d'autres indicateurs bâtis par des instituts techniques ou autres qui prennent en compte les coûts de production. Et de plus, je le dis, je le répète, j'ai déjà dit en première lecture, mais les indicateurs publics, quand bien même on choisit, ce serait... Allez, admettons, l'État valide des indicateurs. De toute façon, l'État ne peut pas imposer, dans le cadre d'une relation contractuelle entre deux entreprises privées, des indicateurs, fussent-ils publics ou autres. Les entreprises ont le choix de leurs indicateurs. C'est les lois de notre économie. Je comprends qu'on n'est pas en accord sur ce fonctionnement-là de l'économie, mais aujourd'hui, tel que cela fonctionne, l'État ne peut pas imposer d'indicateurs dans le cadre d'une relation contractuelle entre deux entreprises. Donc défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, nous le disons depuis le début